Ah mais non. Et genre le truc qui marchait pas du tout, genre il avait combien de température et c'était 35 chaud pour un intérieur. Et on dit ça, tu auras Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Marc Blagnet, je suis développeur dans l'équipe mobile Android de chez Nokia Digital Health depuis bientôt 2 ans. Donc, au quotidien, on travaille sur... je vais commencer par expliquer déjà que cette présentation, c'est sur GitLab et sa place au sein des process de notre équipe mobile. Ça ne va pas être une présentation en entier sur GitLab, ça va juste être quelques options et la façon dont nous, on a pu l'intégrer dans nos process. Donc nous, l'appli mobile, on est une application de suivi de données de santé. En fait, on fait l'interface entre les différents produits. Ça peut être nos personnes connectées, nos tensiomètres, nos trackers. Et on fait l'interface entre ça et les données d'utilisateurs. Et donc l'objectif, c'est d'afficher une interprétation de ces données dans l'application. Donc avant de se poser la question de quel outil on peut utiliser dans les process de l'ajout d'une fonctionnalité, on peut se poser, la première question qu'on peut se poser avant ça, c'est de se poser la question sur quels sont nos process pour cette nouvelle fonctionnalité et pourquoi est-ce qu'on a besoin de process. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de process? Il y a plusieurs choses. Il y a dans un premier cas la complexité de l'application. Nous, la complexité, elle passe par plusieurs choses. Première chose, l'image. En fait, on a eu un changement de marque il y a quelques temps, et du coup, on représente quand même une marque internationale, et du coup, ça peut rendre plus complexe l'arrivée ou pas de nouvelles features. La deuxième chose, c'est le changement de UI qu'on a eu aussi au mois de juin, qui fait qu'il faut qu'on respecte les composants qu'on vient de mettre en place, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les nouveaux composants. Une autre complexité, c'est le fait que notre application elle est en 11 locales différentes pour plusieurs millions d'utilisateurs. Et la dernière complexité, pas les moindres, c'est du fait qu'on a des installations qui sont en Bluetooth et aussi avec un protocole de Wi-Fi, et ce pour 14 devices différents, donc ça fait 14 parcours d'install différents. Donc, ce qui fait que si notre fonctionnalité intervient sur le parcours d'install, ça nous fait quand même beaucoup de choses à tester et beaucoup de choses à maintenir. L'autre contrainte de l'ajout d'une fonctionnalité, c'est aussi, comme l'ont dit les collègues du développement juste avant, c'est le fait que les allers-retours, pour une fonctionnalité, on a souvent besoin d'allers-retours entre plusieurs membres d'une entreprise. Donc là, pour le cas, ça peut être les responsables produits, ça peut être les designers, ça peut être l'équipe qualité et assurance, donc Q&A, les développeurs back-end. J'inclus aussi les bêta-testeurs et les utilisateurs, parce que les fonctionnalités, on va dire que l'origine, ça peut être aussi l'utilisateur. Donc maintenant, je vais vous parler des principes de GitLab. Donc GitLab, qu'est-ce que c'est? GitLab, c'est un clone open source de GitHub.
Donc c'est un GitHub, tout le monde connaît, c'est un logiciel de gestion de projet qui est capable de faire du versionning, du code, des commits offline et surtout des reviews. Mais pas que. GitLab, ça sert aussi à faire de l'intégration continue. C'est CI, vous verrez que j'utilise plutôt le terme CI dans le reste de la présentation, et aussi du déploiement continu. Un des mantras de GitLab, c'est de dire qu'il gère l'environnement et une fonctionnalité de l'idée jusqu'à la production. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place au fur et à mesure. Ils ont rajouté pas mal d'options pour ça, et on va en découvrir certaines. Donc je vous propose de parcourir avec moi le cycle d'une vie d'une fonctionnalité. Chez nous, ça ressemble plutôt à ça. Donc on va commencer par l'idée. L'idée, elle peut provenir de pas mal de choses à la fois. Elle peut provenir d'abord d'un brainstorm de l'équipe produit. Elle peut venir de l'équipe marketing et d'une étude de marché, ou alors de la R&D. Aussi quelque chose d'important, ça peut venir de la veille technique de nous, les développeurs, où on va se rendre compte qu'il y a une nouveauté dans les notifications, du coup on peut la proposer et la pousser nous-mêmes. Et surtout, le dernier cas, c'est le retour des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est les premiers à demander une nouvelle fonctionnalité. Chez nous, on n'utilise pas GitLab pour ça, c'est dommage. Parce que surtout que GitLab a prévu des choses pour ça, c'est que souvent la fonctionnalité sur les gens qui sont en remote, comme GitLab, c'est que l'idée elle passe souvent par un chat. Du coup, ils ont ajouté le fait de pouvoir utiliser des slash commandes depuis le chat pour créer des issues. Nous, du coup, on passe par Jira. Jira, c'est un outil de gestion de projet, comme GitLab, qui est capable de gérer des listes de tickets, sur lesquels on peut assigner quelqu'un, on peut ajouter des labels, des milestones, des targets, des target dates. Un des choix qui a orienté nos product managers, ça a été de pouvoir gérer les personnalisations et surtout de pouvoir en matière d'agile, de pouvoir gérer plus facilement notre vélocité. Donc c'est un choix de leur part. Le premier outil que nous, on a mis en place en fait, pour utiliser GitLab et faire le lien avec Jira, on l'a appelé Gig. Donc Gig, c'est pour Jira et GitLab. C'est un outil en ligne de commande qui est fait en Kotlin et qui est basé sur JCommander. Et en fait, on l'a utilisé pour deux choses, à la fois pour automatiser et aussi pour normaliser certaines de nos actions. Donc on va voir lesquelles. Donc, par exemple, lorsqu'on fait la liste des tickets qu'on a déjà ouverts, c'est plutôt simple. On va utiliser le wrapper de Gig pour lister les tickets. L'autre cas assez simple pour mieux comprendre, c'est le cas de start un ticket. Donc on start avec le numéro du ticket qui est le numéro du ticket sur Jira. En fait, la commande va être chargée de faire un fetch sur le repo Git et de move le ticket Jira pour le mettre en in progress, de créer une nouvelle branche à partir de la branche sur laquelle on avait target, et aussi de la créer surtout avec, on parlait de normalisation, de la créer avec une certaine nomenclature. Parce que le problème, c'est souvent quand on est plusieurs développeurs dans une équipe, on va toujours avoir tendance à créer différents noms de branches, et ça ne sera jamais la même chose. On verra plus tard que c'est assez important pour la suite du projet. Une autre commande de Gig, c'est la submission de la merge request. Et on verra que ça utilise pareil l'API Jira et que ça pousse le ticket en une review, que ça va créer la MR GitLab à partir du ticket de Jira. Ça va aller prendre le titre du ticket, ça va aller prendre son label. Ensuite, dernière option qu'on a rajoutée, c'est de pouvoir assigner un relecteur
soit random, soit on peut l'assigner nous-mêmes directement avec, si on sait qu'un des développeurs correspond plutôt à cette fonctionnalité. Ensuite, la deuxième utilité qu'on a eue de GitLab dans le cycle de notre fonctionnalité, ça a été le GitLab CI pour lancer nos tests automatisés. GitLab CI, en fait, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un fichier GitLab CI.yml à la racine du projet, dans lequel on va définir nos jobs. On voit que pour le stage build, on a plusieurs jobs. Donc bien sûr compile, qui va directement nous prévenir si on a un problème de compilation lorsqu'on va faire un push pour une MR. Les autres jobs que nous on a choisi de rajouter, ça a été le job snapshot and no compile. En fait, le snapshot, c'est parce qu'on fonctionne en module et que souvent, lorsqu'on va faire un changement dans une de nos libs, avant de pousser la MR, on va utiliser le snapshot et ce job est chargé de vérifier si justement on n'a pas oublié d'enlever le snapshot. Et l'autre job, c'est le checkstyle. Checkstyle, je pense que vous connaissez tous un peu. Pour nos classes Java, on a checkstyle classique et pour nos classes Kotlin, on a DTKT et KTint. Là, on voit que on voyait que sur le job d'avant, le checkstyle échouait. Donc, entre-temps, le développeur est passé et a corrigé un import qui était peut-être en trop ou qui était inutilisé. Et du coup, maintenant, le checkstyle fonctionne. Donc ça, c'est un premier outil qui nous permet de ne pas laisser passer ce type d'erreur. Ensuite, on va passer à la relecture. GitLab, bien sûr, permet, comme j'en parlais tout à l'heure, comme beaucoup de gestion de projet, de pouvoir relire le code. Donc, je vais passer vite, très vite fait quand même. Donc, une relecture, c'est quoi? C'est le revue de la relecture du code par un autre développeur et son itération jusqu'à ce que le code soit correct. Et ensuite, on merge si tous les tests automatisés qu'on a vus juste avant passent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première raison, c'est pour une meilleure qualité, trouver les bugs avant qu'ils soient hébergés. La deuxième raison, c'est uniformiser. En fait, le fait que ça soit relu par un relecteur, en fait, il va avoir tendance à te dire, moi j'ai déjà fait ça, et c'est vrai que ça serait bien qu'on fonctionne de la même façon et qu'on le fasse comme ça. L'autre raison, c'est l'intégration de nouveaux développeurs, qu'ils soient seniors ou juniors. Le temps qu'ils rentrent dans le projet, qu'ils s'habituent et qu'ils trouvent les différents modules. La transmission de bonnes pratiques et le partage de connaissances métiers. Petite animation, en fait, là on est en relecture. Bien sûr, s'il y a un petit souci, on peut le faire sur notre IDE et pusher, mais aussi si le petit souci c'est pas grand chose, on peut utiliser le code editor qui est dans GitLab, donc une autre option de GitLab qui peut être intéressante à utiliser. Un cas tout bête, c'est un merge complete, et du coup on peut utiliser directement le resolver de merge complete qui est dans GitLab. Ensuite, après avoir fini la merge request, pour la validation fonctionnelle avec les product managers, et aussi pourquoi pas les designers, on a cherché un moyen de partager notre APK, qui n'est pas forcément l'APK qu'on veut pousser en in-house ou en interne, donc on veut juste le partager avec certaines personnes. Donc les besoins qu'on avait, c'était de donner accès à une feature, et les contraintes qu'on avait dessus, c'était par exemple les limites du channel des Play Store. Alors, on n'en avait que 2 jusque-là, maintenant on a une nouvelle qui est arrivée qui est internal, mais ça ne correspondait pas non plus aux besoins qu'on avait. Une autre contrainte, ça peut être le coût d'un serveur. Là, en fait, l'APK qui est buildé grâce au GitLab CD, au GitLab Deployment, en fait, il est hébergé sur notre serveur GitLab. Et c'est un coût en moins quand même, ça correspond à un coût en moins quand même. Et la dernière contrainte, c'était bien sûr les accès qu'on gère du coup avec les tokens de GitLab. Donc on arrive à l'étape du merge, on est mergé, mais on n'a pas terminé le parcours de notre fonctionnalité. Nos collègues du Bon Coin en ont parlé tout à l'heure. En fait, les tests d'intégration qui correspondent aux tests UI et aux interactions produits, sachant que chez nous on a beaucoup d'interactions produits, parce qu'on a beaucoup de produits différents.
C'est quelque chose en fait qui sont tous ces tests-là sont gérés par l'équipe QA et eux utilisent pas Composer qu'on a vu tout à l'heure, mais eux ils utilisent Appium et ils exécutent leurs tests en Python et ils ont un serveur qui tourne en permanence et avec leur scénario de test dessus. Nous, ce qu'on va faire en fait, vu qu'ils font quasiment tout le boulot en tourner leurs tests, nous le seul job qu'on va avoir à faire, ça va être de leur déployer l'APK et pour ça on va utiliser GitLab CD. On va le faire non pas à chaque push, mais à chaque merge dans master. Pour permettre le déploiement, encore une fois, les jobs sont écrits dans le GitLab CI.yml. Une autre étape de notre fonctionnalité, c'est de pouvoir utiliser le pipeline scheduler pour faire les releases en in-house. En fait, pour ça, on a utilisé le pipeline scheduler, qui est une des options de GitLab, qui nous permet à la fois de faire des releases qui sont programmées, qu'on fait tous les jeudis, mais aussi de faire des releases en manuel. On voit que le bouton, en fait, c'est un screen de l'interface de GitLab, et du coup, le bouton est manuel, donc on peut à tout moment, si on a envie de délivrer une autre unité, le faire. Un autre outil qu'on a développé en interne à partir des fonctionnalités GitLab, mais pas seulement, c'est un outil de changelog en fait, qui permet à la livraison d'une RC, d'une release candidate, de lister tous les changements à tester par l'équipe QA. Donc tous les changements, on les récupère grâce aux tags. C'est là qu'on voit que la normalisation qu'on avait vue grâce à l'outil Gig est importante. On voit aussi que le fait de récupérer les labels dans les tickets Jira et de les conserver sous GitLab, ça nous permet de pouvoir trier les fonctionnalités par label. Pardon pour les hésitations. Donc c'est un outil qu'on continue de faire évoluer en interne. Donc on travaille avec l'équipe QA pour qu'ils nous disent les besoins donc, tous les besoins qu'ils ont. Donc un des besoins qu'ils nous ont demandé de faire évoluer, c'était de pouvoir, à chaque livraison de Linux ou de RC, de pouvoir changer le statut des tickets directement, de les passer en delivered, des tickets Jira bien sûr. Et dernière chose, ils nous ont demandé si c'était possible de pouvoir exporter les changelogs, soit en PDF, soit en Markdown, soit en JSON. Ça, c'est une option qui sert aussi pour nos product managers, qui s'en servent ensuite pour les proposer des changements directement aux utilisateurs. Donc, pour ça, on se base bien sûr sur la GitLab API et sur l'outil qu'on avait présenté précédemment, Gig. Je vais vous faire juste un petit résumé du coup des options de GitLab qu'on a utilisées jusqu'à là. Donc là, il y a les 4 outils qu'on a utilisés tels quels. Et ensuite, on voit nos outils à nous qu'on a rajoutés là-dessus et qui utilisent pas seulement GitLab, mais d'autres outils. Et donc, on voit que finalement, quasiment à chaque étape de notre cycle de la fonctionnalité, on a utilisé GitLab. Des petits tips que je peux vous proposer, qu'on a trouvé intéressant, c'est de pouvoir utiliser les pages d'un projet GitLab et le wiki pour ajouter des conseils, des infos importantes pour les gens qui vont rentrer dans le projet. Les autres options intéressantes, il y a, comme je le disais, les slash commandes que GitLab a rajouté, elles sont intégrables dans Slack ou Mattermost. L'éditeur en ligne de code que j'ai montré précédemment, il y a un outil de feedback. Et autre chose importante, c'est qu'il y a des objets qui sont faits chaque 22 du mois. Donc là, c'était hier, donc on pouvait aller voir chaque 22 du mois les nouvelles options disponibles de GitLab. Et autre chose importante du projet, c'est qu'il est open source et qu'en plus la communauté est très active. Et du coup, le blog est très intéressant à lire et il y a des articles assez variés et qui tombent assez souvent. En conclusion,
Je vais retourner sur les problématiques du début. Donc les problématiques qu'on avait, c'était la complexité du code. Finalement, en fait, le fait de pouvoir automatiser les tests, pouvoir lancer les tests automatisés à chaque push pour vérifier, comme je disais, le check tag ou le test fonctionnel, ça permet de se rendre compte directement s'il y a un souci. Les tests d'intégration qui sont exécutés par l'équipe SQL nous préviennent aussi sur des parcours qu'on n'aura pas forcément testés manuellement. Les autres contraintes qu'on avait, les retours avec les allers-retours entre les interlocuteurs, par exemple pour la validation fonctionnelle ou le déploiement, tout ça, on a pu le faire grâce à GitLab. Il ne faut pas hésiter à faire cohabiter les options de GitLab avec d'autres outils. Et il ne faut pas hésiter non plus à continuer de faire évoluer les outils en interne, comme on peut le faire grâce aux propositions des autres services. Les outils dont je vous ai parlé, donc Gig et Chaincloud et le GitLab Store, c'est des outils qu'on va essayer de faire passer open source. Donc voilà, on travaille un peu à partager les outils qu'on fait en interne. Donc voilà. Terminé.